On va s'intéresser aujourd'hui à un personnage complexe, un homme qui incarne à la fois le meilleur et le pire du capitalisme, John D. Rockefeller. D'un côté, il a financé la médecine moderne, de l'autre, il a littéralement étranglé l'économie américaine. Cette double facette est fascinante. On commence fort avec cette citation, car elle dit tout. C'est la clé pour comprendre la stratégie Rockefeller. Son empire, il ne l'a pas bâti sur un produit, non. Il l'a bâti sur un système où tout le monde finirait par dépendre de lui. Un piège parfait. D'abord, il faut s'attarder sur l'image publique, l'image qu'il a laissée, celle du grand bienfaiteur de l'humanité. Une façade magnifique, construite à coups de millions de dollars. Et là, attention, l'échelle de ces dons est vertigineuse. On ne parle pas de quelques œuvres de charité, non. Rockefeller a carrément industrialisé la philanthropie. Il a financé la recherche, mis sur pied des universités entières, mené des campagnes mondiales contre des maladies dévastatrices. En tout, on parle de plus de 500 millions de dollars de l'époque. C'est l'équivalent de milliards aujourd'hui. L'impact, il est tout simplement indéniable. Et cette image, elle le montre bien. L'argent de Rockefeller ne s'arrêtait pas aux frontières des États-Unis. On est en France en 1917, en pleine guerre, et c'est sa fondation qui aide à lutter contre la tuberculose. Sa générosité était devenue une force mondiale. Voilà la question essentielle. Ce pouvoir quasi divin de guérir le monde, il ne sort pas de nulle part. Il est le résultat d'une fortune amassée avec des méthodes qui, elles, n'avaient absolument rien de charitable. Bon, maintenant on passe de l'autre côté du miroir. On quitte l'image du philanthrope pour découvrir le prédateur, l'architecte d'un monopole impitoyable bâti sur les cendres de ses concurrents. Pour bien cerner le personnage, il faut comprendre ce concept, le baron voleur. Rockefeller n'était pas juste un entrepreneur brillant, non. Il faisait partie de cette génération d'industriels pour qui les affaires, c'était la guerre. Et à la guerre, tous les coups sont permis. Et voilà sa méthode. Ce n'est pas de la concurrence, c'est un système d'étranglement méthodique. Le point numéro 2 est diabolique. Imaginez le truc. Chaque fois qu'un concurrent expédiait un baril de pétrole, les compagnies de chemin de fer reversaient une partie de l'argent à Rockefeller. En gros, ses rivaux le payaient sans le savoir pour financer leur propre destruction. C'était le cœur de sa machine de guerre. Ce témoignage fait froid dans le dos. Il nous révèle l'existence d'un véritable service de renseignement privé. Rockefeller n'était pas juste plus malin, il infiltrait ses concurrents, il connaissait leurs secrets, leurs faiblesses et il frappait au bon moment. Si on refusait son offre de rachat, on signait son arrêt de mort économique. C'était aussi simple que ça. Le résultat ? Le voilà. Un contrôle quasi absolu. Quand on contrôle 90% d'une ressource aussi vitale que le pétrole, on ne fixe plus seulement les prix. On dicte les règles du jeu à toute une économie, à tout un pays. Forcément, face à un tel pouvoir, la confrontation était inévitable. Ce n'était plus une affaire d'entreprise contre entreprise. C'était devenu une lutte entre la Standard Oil et le gouvernement américain lui-même. Regardez bien cette chronologie, elle est cruciale. Ce n'est pas une coïncidence. 1890, la loi anti-monopole est votée. Mais il faut attendre 21 ans. 21 ans de bataille juridique acharnée pour que la Cour suprême tranche enfin. Et que se passe-t-il juste après la défaite ? 2 ans plus tard, hop, la fondation Rockefeller est créée. Le timing est tout sauf anodin. Et c'est là que l'histoire devient absolument incroyable. La punition qui devait le détruire l'a rendu encore plus riche. Beaucoup plus riche. En fait, sa fortune personnelle a doublé. Comment ? C'est simple. Il possédait des actions dans chacune des 34 nouvelles entreprises. Et une fois libéré, la valeur de ses actions a explosé. Il a perdu une bataille juridique, mais il a gagné la guerre financière. Haut la main. Alors comment on fait le lien entre le prédateur et le bienfaiteur ? On comprend que sa philanthropie n'était pas juste un moyen de se racheter une conscience. C'était la dernière pièce de son plan, l'ultime coup de maître stratégique. On voit bien ici que chaque acte de générosité servait un double objectif. Financer l'université de Chicago, oui. Mais cette même université a ensuite formé des économistes qui ont justifié le capitalisme sauvage qu'ils pratiquaient. Éradiquer des maladies à travers le monde. C'était aussi un excellent moyen de faire oublier les scandales et la violence de ces grèves. La philanthropie, ce n'était pas la fin du pouvoir, c'était le pouvoir sous une autre forme, plus respectable. Et puis, il y a la face encore plus sombre de cet héritage. Le massacre de Ludlow, par exemple, où des milices payées par une de ces entreprises ont tiré sur des mineurs en grève, tuant des hommes, des femmes et des enfants. Et quand on fouille dans les archives de la Fondation, on trouve des financements pour des programmes eugénistes ou des expériences médicales plus que douteuses. L'image du sauveur de l'humanité se fissure sérieusement. Au final, que reste-t-il de tout ça ? Rockefeller n'a pas seulement créé une entreprise, il a inventé un modèle.
Un modèle de pouvoir qui, aujourd'hui encore, est bien vivant. C'est ça qu'il faut retenir. Le démantèlement de son empire, ce n'était pas une mort, c'était une métamorphose. L'hydre n'a pas été tué, on lui a coupé la tête et 34 nouvelles têtes ont immédiatement repoussé. Et ces noms, ils sont plutôt familiers, non? Exxon, Mobil, Chevron, ce sont les descendantes directes de la Standard Oil. L'empire Rockefeller n'a pas disparu, il est simplement devenu une partie intégrante de notre économie mondiale. Voilà, donc le modèle Rockefeller résumé. C'est un plan en 4 étapes. Étape 1, créer une dépendance à son produit. Étape 2, éliminer toute concurrence. Étape 3, utiliser l'argent pour acheter de l'influence politique. Et l'étape finale, utiliser une philanthropie massive pour se construire une image de saint et garantir sa place dans l'histoire. C'est le mode d'emploi pour transformer la richesse en pouvoir et le pouvoir en respectabilité. On termine donc avec cette question qui reste ouverte. Quand on regarde aujourd'hui certains géants de la tech ou de la finance qui rachètent leurs concurrents à tour de bras, qui pèsent sur les lois et qui créent d'immenses fondations philanthropiques, on peut légitimement se demander si le modèle Rockefeller a vraiment disparu ou s'il a simplement changé de visage.